Au printemps 2011, une information intrigante commence à circuler dans les médias. Jérôme Jolivet est journaliste à Presse Océan. À la mi-avril, un de ses contacts à la police judiciaire de Nantes lui passe un coup de fil. La personne nous dit voilà, on a une affaire un peu particulière, on a une famille entière qui a disparu sans laisser de traces. Donc ça fait déjà plusieurs jours et il y a une enquête qui a été ouverte pour disparition inquiétante. Cette famille, c'est la famille Dupont de Ligonnès, installée depuis 8 ans à Nantes. Xavier, Agnès et leurs 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît, habitent au 55 boulevard Schumann, dans un quartier résidentiel, plutôt bourgeois. Depuis la première semaine du mois d'avril, ils n'ont plus donné signe de vie. Julien Dumont, journaliste à RTL, a suivi l'affaire depuis ses débuts. La famille Dupont de Ligonnès a disparu. Du jour au lendemain, les voisins, les proches n'ont plus une nouvelle. Le lundi 4 au matin, Agnès, la mère de famille, ne se présente pas à l'école élémentaire Blanche de Castille, où elle travaille comme surveillante. Thierry Watson, directeur de l'établissement, est très étonné de son absence. C'est une grande surprise puisque c'est pas du tout l'habitude. On n'imagine pas qu'elle ne soit pas venue sans prévenir, sans coup de fil. À l'école, on s'inquiète jusqu'à ce que vers 10 h, un appel téléphonique parvienne au secrétariat. Monsieur de Ligonnès nous dit ben voilà, ma femme a une angine, une gastro, et donc elle ne peut pas venir à l'école. On essaie d'appeler, ça ne répondait pas, donc on commence à se poser un peu de questions, mais bon. Le collège-lycée La Perverie Sacré-Cœur, où sont scolarisés les 2 plus jeunes enfants de Ligonnès, est lui aussi contacté par le père de famille. Anne et Benoît sont malades. Un appel parvient également au lycée Saint-Gabriel, où Arthur est élève en BTS génie informatique. L'aîné de la famille, lui, a eu un accident de scooter et ne pourra pas venir en cours. Une bien étrange série d'absences. 4 jours plus tard, le vendredi 8 avril, un message est envoyé depuis le téléphone portable d'Agnès. Je reçois sur mon téléphone portable un SMS disant je suis injoignable, je suis hospitalisé. Là encore, deuxième étonnement, que se passe-t-il? Hospitalisation, pourquoi? Peut-être que finalement elle a un problème personnel, après tout. Les établissements scolaires des enfants finissent quant à eux par recevoir un courrier qui leur annonce une nouvelle très inattendue. Monsieur le directeur, ayant été muté en Australie dans le cadre de mon activité professionnelle et étant parti avec mon épouse et mes enfants, je vous informe que notre fils Thomas ne se rendra plus en cours. De son côté, Thierry Watson reçoit une surprenante lettre de démission le lundi 11 avril. Là, on s'est dit, mais il y a quand même quelque chose qui est de plus en plus étonnant, puisque une lettre avec une signature qu'on ne lui connaissait pas, disant qu'elle était partie à l'étranger. On part d'une gastro et finalement, la personne qui avait la confiance de l'institution s'en va comme ça à l'étranger avec sa famille. La voiture de la mère de famille, garée tout près de la maison, n'a pas bougé depuis des jours. Dans le quartier, les habitants commencent à se dire que quelque chose de grave a dû se passer. Il y a 2 voisins donc, qui habitent près de la famille de Ligonnès, la couturière, dont le magasin est très proche du 55 boulevard Schumann, et une autre voisine qui habite en face, qui trouve particulièrement étrange que les volets soient fermés, alors qu'ils sont tout le temps ouverts d'habitude depuis des années. Inquiète, la couturière décide d'alerter les policiers. Le mercredi 13 avril, vers 14 h, ils pénètrent dans le domicile de la famille disparue. Les policiers vont venir une première fois, vont faire un tour des lieux, vont voir une maison en ordre apparent qui a été vidée, les cadres photos sont vides, le frigo est vide. Tout a été vidé, les armoires, les draps des lits ont été enlevés, tout ressemble à un départ précipité. Il reste de la vaisselle dans le lave-vaisselle, mais la maison est entièrement nettoyée, complètement vidée. En apparence, la famille s'est bel et bien évanouie dans la nature. Le départ précipité de la famille est incompréhensible. Comment est-il possible que le couple et les 4 enfants soient partis en pleine année scolaire? Pourquoi n'ont-ils prévenu personne avant de quitter Nantes? Les policiers ont alors connaissance d'une lettre écrite le 8 avril par Xavier Dupont de Ligonnès. Cet étrange courrier de 4 pages a été envoyé à sa famille, à sa belle famille et à quelques amis proches. Il a pour but d'expliquer la subite disparition des habitants du 55 boulevard Schumann. Coucou tout le monde.
Méga surprise, nous sommes partis en urgence aux États-Unis, dans des conditions très particulières que nous vous expliquons ci-dessous. Vous recevrez ce courrier par la voie postale classique, car nous n'avons plus la possibilité de communiquer autrement. Ni mail, ni SMS, ni téléphone. Et ce, pendant quelques années, pour des raisons de sécurité. Au moment où vous lisez cette lettre, nous ne sommes plus en France, et ne pourrons y revenir pendant un temps encore indéterminé. Xavier se veut rassurant. Il annonce à sa famille et à ses amis proches qu'il a été exfiltré avec Agnès et les enfants, dans le cadre d'un programme de protection de témoins. La sœur de Xavier, Christine Dupont de Ligonnès, reçoit ce courrier le lundi 11 avril. Cette lettre est un véritable tremblement de terre pour nous. Je suis dans la cuisine, j'ai tous les murs qui tremblent, je me dis que je ne reverrai plus personne. Le ton de la missive est étonnamment familier. Bertram de Verdun, l'époux de Christine, s'en étonne. Ce qui m'a surpris dans cette lettre, c'est son ton, effectivement le ton badin au départ, avec le contenu très sérieux finalement, puisque c'est un véritable changement de vie. Le contenu est en effet grave. Lorsque nous avons créé notre société à Miami en 2003, nous avons été mis en contact avec la DEA, Drug Enforcement Administration, sorte de brigade des stupes américaine, qui cherchait un Français pouvant être infiltré dans le milieu des discothèques françaises pour collecter des informations sur les réseaux de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. J'ai immédiatement une seconde de déni. Je me dis, c'est une farce. Or, ce n'est pas une farce de Xavier. J'ai reconnu son style, sa façon de procéder. Donc mon déni s'évapore immédiatement et je prends la lettre au sérieux. Le départ précipité de la famille se justifierait par leur mise en danger. Cette protection est en train de se fissurer, dit-il. On est en train, c'est vraisemblablement les grands bandits, de le démasquer, de l'identifier. Sa sécurité n'est plus assurée. Pour cette raison, il explique dans les courriers qu'il doit quitter la France, retourner aux États-Unis, pour sûrement avoir une nouvelle identité, pour que sa famille à nouveau soit protégée, et que sûrement pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, il ne pourra plus donner de nouvelles à ses proches. La lettre de Xavier se poursuit par une longue liste très précise de services qu'il demande à ses proches. Il leur indique notamment de venir vider ce qui reste à la maison, de vendre la Golf Cabrio et la Xantia, de récupérer et stocker les meubles de valeur. Ce qui est aussi étonnant dans cette lettre, c'est le temps que Xavier prend pour indiquer à chacun ce qu'il doit faire. Malgré la justification farfelue de la disparition brutale de la famille, les proches de Xavier croient en cette lettre. Ça me paraissait tout à fait plausible. Moi-même, cela faisait plusieurs années que je me demandais quelle était la véritable activité de mon frère. Donc cette lettre me parle particulièrement. Elle répond à mes interrogations cachées. Contrairement à la famille de Xavier Dupont de Ligonnès, les proches d'Agnès, qui reçoivent également cette lettre, ne croient pas un mot de cette soi-disant exfiltration dans le cadre d'un programme américain de protection de témoins. Inquiets, ils transmettent le courrier aux enquêteurs. Jean-Marc, qu'est-ce que vous pensez de cette lettre ? Avant de vous répondre sur le contenu, sur le fond de cette lettre, ce que l'on peut dire, c'est qu'il s'agit de la énième explication de l'absence de cette famille. On a d'abord droit à une première version, un genre mot d'excuse scolaire, petite maladie, accident de la vie domestique. Bon, ça tient que quelques jours, ça tient pas bien longtemps. Alors arrive une seconde explication, cette mutation professionnelle en Australie. Et puis enfin, arrive cette lettre qui fait état d'une exfiltration par la DEA. Alors là, on est dans l'exceptionnel et ça a quelque chose d'un peu abracadabrantesque. Dans ce courrier, le père de famille donne cependant des informations précises concernant les raisons de cette exfiltration, des motifs qui peuvent a priori paraître crédibles. Voici ce qu'il écrit. Après avoir été testé et briefé, j'ai accepté de travailler incognito pour la DEA avec obligation de garder le secret. Avec les informations que j'ai collectées pendant des années, je suis devenu un témoin essentiel dans un futur procès impliquant des hauts responsables du trafic de drogue international. Et il ajoute, ayant accepté dès le début de pouvoir bénéficier par la DEA du programme fédéral de protection de témoins, nous sommes tenus aujourd'hui de respecter nos engagements. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la DEA qui, aux États-Unis, organise la protection des témoins. C'est l'US Marshal Service qui assure la sécurité des témoins dont la vie serait en danger en raison de leur implication dans des affaires de trafic de stupéfiants, de terrorisme ou de banditisme organisé. Ces programmes de protection existent depuis 1970 et environ 8000 témoins ont été protégés sous des identités d'emprunt et environ 10 000 membres de leur famille. Est-il possible que des ressortissants français puissent bénéficier
d'un tel programme? Bien sûr, le trafic de stupéfiants n'est pas un phénomène national, c'est un phénomène international. La DEA a des bureaux un peu partout dans le monde, et notamment en France. Il est donc tout à fait possible, en théorie, qu'un citoyen français avec sa famille bénéficie d'une telle mesure de protection. Mais je vous dis bien en théorie, parce que je ne vois pas du tout Xavier Dupont de Ligonnès faire de l'infiltration dans un réseau de trafic de stupes, c'est quelque chose de dangereux, de compliqué. Vous savez, les indicateurs, les agents infiltrés, on ne les recrute pas à la sortie des églises, ce ne sont pas des enfants de cœur. En plus, Jean-Marc, cette lettre elle-même décrédibilise totalement cette pseudo-couverture. On imagine en effet assez mal qu'un témoin protégé rende publiques les raisons de son départ qui doivent rester secrètes. Bien sûr, s'il s'était agi d'une véritable exfiltration, jamais, au grand jamais, la DEA n'aurait autorisé Xavier Dupont de Ligonnès à écrire une telle lettre expliquant les raisons de son départ. Le déménagement de la famille aurait été organisé, prévu de manière à ce que personne ne s'en inquiète, à ce que tout paraisse naturel, normal. Loin de calmer les inquiétudes soulevées par la disparition de toute la famille, la lettre épaissit le mystère. Le parquet de Nantes décide de lancer un appel à témoins pour essayer de retrouver Xavier, Agnès, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Les enquêteurs commencent à se renseigner. Qui est ce couple avec 4 enfants? Y a-t-il dans leur existence des éléments qui pourraient donner une explication rationnelle à ce départ soudain? Les Dupont de Ligonnès vivent à Nantes depuis 2003 et ils n'ont jusqu'à leur disparition jamais fait parler d'eux. Christine, la sœur de Xavier, évoque une famille, tout ce qu'il y a de plus classique. La famille de mon frère est une famille, je dirais, normale. Y a-t-il une normalité? C'était une famille soudée, unie. Une famille qui, en apparence, était une famille comme il en existe des milliers, des centaines de milliers, des millions, qui était ce qu'on appelle sans histoire. Le père de famille, Xavier, 50 ans, est gérant et unique employé d'une société qui propose à des restaurants, des hôtels et des boîtes de nuit de figurer dans des guides touristiques sur Internet. Il a réussi. Il a 4 enfants, il a une femme, il a une belle maison à Nantes, il a une activité très soutenue professionnelle, il sillonne la France, il paye un loyer conséquent, voilà, officiellement, en apparence, il mène une vie de petit bourgeois catholique de province. Xavier et Agnès se sont mariés en 1991. Ils ont 4 enfants, âgés de 13 à 20 ans. Bruno de Stamenrath s'est lié d'amitié avec Xavier Dupont de Ligonnès à l'adolescence. Il nous décrit l'homme qu'il était. Xavier, il est un peu, comme dit le poète, hein, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents communistes. Xavier, il est à droite forcément, il est un peu politisé, il aime bien tracter de temps en temps pour des mouvements un peu de droite, bon. Christine Dupont de Ligonnès vante les qualités de son frère Xavier. Xavier, pour moi, est quelqu'un de très serviable. C'est le mot pour moi qui le caractérise et ça dit tout. C'est quelqu'un qui ne s'écoute pas, mais qui sait quand même ne pas se sacrifier indûment. Xavier est un père très affectueux, très gentil, très proche de ses enfants. Il a des défauts qu'il n'en a pas, mais c'est quelqu'un de très attachant et de profondément équilibré. À 49 ans, Agnès est une femme chaleureuse, mais assez discrète. C'est une personne très attachante, sympathique, qui ne se livre pas facilement, mais qui n'est pas non plus complètement secrète. Catholique pratiquante, elle est avant tout mère d'une famille nombreuse. Elle a toujours été proche de ses enfants. Je pense que c'était une mère affectueuse, soucieuse de leur bien, de les éduquer, de leur donner des bases solides. Après des années où elle s'est consacrée à l'éducation de ses enfants, Agnès a repris un emploi à mi-temps dans l'école dirigée par Thierry Watson. Agnès avait une certaine classe, elle dégageait quelque chose, et puis elle avait une capacité à se mettre au service par le dévouement. Agnès est chargée de surveiller les enfants dans la cour de récréation et à la cantine. Elle avait aussi comme fonction un service de nettoyage, de ménage, et puis elle avait comme fonction également de remplacer les enseignants. Agnès est issue de la grande bourgeoisie. Xavier, lui, est issu d'une famille noble de Lozère. Tous deux sont originaires de Versailles, dans la région parisienne. Versailles, c'est une ville un peu militaire, avec des familles bourgeoises. C'est pas une famille ni un milieu m'as-tu vu.
C'est pas des milieux où il y a beaucoup d'argent. Xavier et Agnès se sont rencontrés à l'adolescence. Ils s'aiment, se fiancent, mais se séparent. Et puis, surprise, ils se retrouvent dans des circonstances peu conventionnelles pour leur milieu. Bruno de Stabenrad se souvient de ce que Xavier lui a confié à l'époque. J'ai retrouvé Agnès, figure-toi qu'elle est enceinte, qu'elle a un garçon. Il dit finalement, je prends le tout. C'est pas très versaillais d'épouser une femme, enfin qui a un bébé, qui n'est pas le sien. Il a envie de faire un pied de nez à tous ces petits milieux un peu classiques. Xavier a pris sa décision d'épouser Agnès quand Arthur était déjà né. Et il a choisi, entre guillemets, de l'adopter. C'est une paternité selon le cœur. Et c'est une paternité, à mes yeux, tout à fait réelle. Et aux yeux de Xavier, tout à fait réelle. Après son mariage, le couple a 3 autres enfants. Au gré des naissances et des mutations de Xavier, la famille déménage beaucoup. Le Var, puis Vaison-la-Romaine, brièvement les États-Unis, Pornic et enfin Nantes. Les enfants de Ligonnès sont des enfants bien dans leur peau, élevés dans la foi catholique. Arthur, l'aîné, est à 20 ans étudiant en BTS génie informatique près de Cholet. Il a un petit boulot dans une pizzeria et ne vit plus chez ses parents. Arthur, quelqu'un de très attachant aussi. Quelqu'un de rempli de vie. Thomas, 18 ans, est lui étudiant en musicologie à l'Université catholique d'Angers. Élève brillant, pianiste talentueux. Il a aussi quitté la maison familiale pour poursuivre ses études. Thomas était plus, comment dire, peut-être plus réservé qu'Arthur. Pas du tout le même caractère. Profond, attachant également. Quelqu'un, oui, de tout à fait sympathique, Thomas. Anne, 16 ans, est élève en première S. Ses résultats scolaires sont plutôt bons. Catholique pratiquante, elle devait même participer aux prochaines JMJ à Madrid. Anne était jolie, elle était plus ou moins mannequin, pétulante, pleine de vie, toujours le sens de l'humour, toujours en train de plaisanter. À 13 ans, Benoît est élève en 4e. Très aimé de ses camarades, il adore faire du roller. Le dimanche, il est régulièrement enfant de chœur à l'église Saint-Félix. Il était très affectueux, très réfléchi aussi. La vie de famille chez eux, c'est une maison pleine d'enfants qui vont, qui viennent. Une vie de famille normale et avec des adolescents et qui font venir leurs copains à la maison. 4 enfants, 2 chiens. La maison du 55 boulevard Schumann abrite une famille nombreuse qui a toutes les apparences d'une famille heureuse. Le 15 avril, les policiers entrent une nouvelle fois dans la maison de la famille Dupont de Ligonnès. Ils ne trouvent rien, aucun élément pouvant les aider à expliquer les disparitions d'Agnès, de Xavier et des enfants. Depuis le 4 avril, Arthur, Anne et Benoît ne sont pas allés en cours et Agnès ne s'est pas rendue à son travail. Cela fait 12 jours maintenant que personne ne les a vus ou entendus au téléphone. Thomas, quant à lui, a été aperçu pour la dernière fois le mardi 5 avril à Angers. Les sites Facebook des adolescents ne sont plus activés. C'est le mystère le plus complet. Le 20 avril 2011, le procureur de la République de Nantes annonce l'ouverture d'une information pour disparition inquiétante. Le jeudi 21 avril, les journalistes sont convoqués au palais de justice de Nantes pour une conférence de presse. Le parquet doit normalement transmettre des photos de la famille Dupont de Ligonnès dans le cadre d'un appel à témoins. Le procureur est en retard, très en retard. Stéphane Goldenstein, avocat de la mère et de la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, se souvient bien de ce moment où tout a basculé. Le coup de tonnerre intervient. Quand le procureur arrive, on sent immédiatement qu'il s'est passé quelque chose, et c'est effectivement le cas. Il n'est plus du tout question d'appel à témoins. Il est question d'un corps qui a été retrouvé sous la terrasse du 55 boulevard Schumann. Au départ, on nous dit une jambe qui dépasse. Alors là, on est en plein film d'horreur. Et vont découvrir le tronc du corps qui correspond à la jambe, et puis un corps en réalité en entier, puis plusieurs. C'est en fouillant plus spécifiquement à l'arrière de la maison que les policiers ont découvert 5 corps. Sous la terrasse, au niveau du jardin, il y a un espace d'une hauteur d'1,20 m permettant d'accéder à la cave. À gauche de la porte, dans un premier trou, le cadavre d'un jeune homme est déterré à une 50aine de centimètres de profondeur. À droite de la porte, une seconde fosse a été creusée. Elle contient 4 autres corps.
celui d'une femme, celui d'un jeune homme et ceux de 2 adolescents, un de sexe masculin et un de sexe féminin. C'est aussi dans ce trou que sont retrouvés les cadavres des 2 labradors noirs de la famille. Christine Dupont de Ligonnès refuse l'évidence. Je ne crois pas à la mort de ma famille. Je pense effectivement qu'il y a des corps, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais dans un premier temps, j'ai pensé que l'embrasement médiatique faisait partie de l'exfiltration, éventuellement. Pourquoi pas? Comme je n'y connais rien, je me dis, s'il est possible que ce soit fait pour masquer, peut-être faut-il un scénario dans lequel la famille est disparue. Admettons. Donc, quand j'entends parler de découverte de corps, je me dis, je vais attendre d'avoir justement la suite, une enquête et puis des résultats ADN. Immédiatement, les enquêteurs recherchent les dernières traces de vie de la famille Dupont de Ligonnès. En remontant le fil des paiements par carte bancaire, ils découvrent que le dimanche 3 avril, en fin d'après-midi, les parents et 3 de leurs enfants, Arthur, Anne et Benoît, sont allés au cinéma dans le centre de Nantes. Ensuite, ils ont dîné au Charolais Grill, un restaurant tout proche de leur domicile. L'étude de la téléphonie est elle aussi instructive. Les derniers messages échangés dans la fameuse nuit du 3 au 4, après le restaurant en famille, c'est Agnès qui envoie un SMS à Xavier, étonnamment, et Anne qui envoie un SMS à l'un de ses amis. Ces derniers échanges de SMS ont lieu vers minuit 30, quelque chose comme ça. La famille est donc encore vivante à ce moment-là. Pour la police, tout s'est passé dans la nuit du dimanche au lundi. D'ailleurs, un appareil d'oxymétrie nocturne utilisé par Agnès, qui souffrait d'apnée du sommeil, est retrouvé dans la maison. Cet appareil, qui avait pour fonction d'enregistrer les respirations de la mère de famille, donne une information essentielle. Cet appareil a été analysé par la police et on a trouvé effectivement que cet appareil a stoppé dans la nuit du 3 au 4 à 3h30, s'il me semble. Les enquêteurs en déduisent que le drame a eu lieu au milieu de la nuit. Sans attendre les conclusions du médecin légiste, ils sont persuadés que ce sont bien les corps d'Agnès, Arthur, Thomas, Anne et Benoît qui ont été déterrés. Une polémique commence alors à enfler. Il aura en effet fallu 5 visites domiciliaires aux policiers les 13, 15, 18, 20 et 21 avril pour découvrir les corps. Pourtant, dans sa longue lettre, Xavier avait écrit « Inutile de s'occuper du portique et de la pirogue qui resteront là, ni des gravats et autres bazars entassés sous la terrasse. » Ce qui est surprenant, c'est que dans la lettre de Xavier, on parle de cette terrasse. Il dit que c'est pas la peine de s'occuper des gravats qui sont sous cette terrasse. Donc, je suis un peu étonné puisque normalement, en fin lignée, les policiers auraient dû aller voir en premier lieu sous cette terrasse. Après la découverte des corps, la maison familiale a été passée au peigne fin dans l'espoir de comprendre où et comment les meurtres ont été commis. Mais très peu d'indices ont été découverts. Une absence qui intrigue Philippe Esperanza, expert en criminalistique. Le fait de ne pas retrouver d'indices sur une scène de crime est étonnant. Là, quand on multiplie cela par le nombre de corps, c'est plus qu'étonnant, quoi. C'est incroyable. De cette constatation, l'expert tire une première conclusion. Cette absence d'indices laisse plutôt penser à un acte plus que préparé. Au rez-de-chaussée, dans les escaliers, dans les étages, rien. Dans les chambres, aucune trace de sang, à l'exception d'une petite tache brunâtre ancienne sur le matelas d'Arthur. Pour les enquêteurs, elle pourrait correspondre à un simple saignement de nez. Le seul endroit où le CrimScope a réagi, l'appareil pour détecter les traces de sang, c'est dans la cuisine. Dans la cuisine, sur les pieds d'une chaise ou de plusieurs chaises, et également sur la serpillière et le seau qui ont été trouvés dans la cuisine. Les résultats des analyses ADN de ce sang n'ont pas été rendus publics. Toutes les hypothèses sont donc envisageables. Ces traces peuvent résulter de faits très anciens n'ayant rien à voir avec le quintuple homicide. Ou bien, elles peuvent avoir été oubliées par l'auteur lors de son méticuleux nettoyage. Ça ne veut pas dire que les faits se sont déroulés ici. Ça veut dire que les corps, alors qu'ils étaient ensanglantés, ont séjourné, sont passés par la cuisine alors qu'ils étaient déjà blessés. Et vu que c'est au niveau du sol, c'est plutôt, excusez-moi le terme, mais c'est plutôt un lieu de stockage des corps. Dans le jardin, sur la terrasse, rien. Pas d'armes du crime, pas de traces de lutte.
Juste une habitation dont l'état colle avec le scénario d'un départ précipité. 5 victimes ont pourtant été assassinées dans cette maison. Les investigations se concentrent donc sous la terrasse, là où étaient enterrés les corps. Le tueur a tout fait pour retarder leur découverte. Il a enterré ses victimes dans des trous recouverts de différents matériaux. En surface, il y avait une planche, en dessous de la terre, des gravats, une couche de ciment d'1 ou 2 centimètres, encore de la terre, une toile, à nouveau de la terre, et enfin les cadavres. Au fond de chaque trou et au-dessus de chaque linceul est retrouvée de la chaux vive. La chaux vive a la particularité, et ça crée toute sa dangerosité, c'est d'être très attirée par tous les liquides. Il ne faut surtout pas la manipuler à main nue, puisqu'elle va nous brûler, parce qu'elle va consommer l'eau que nous avons dans nos cellules. Donc, pourquoi mettre de la chaux au contact de corps? C'est pour les dégrader. La chaux, présente en petite quantité, n'est pas en contact direct avec les corps. Le médecin légiste Bernard Marc tente d'expliquer pourquoi le tueur a utilisé ce matériau. Saupoudrée, posée en couche mince, elle va empêcher l'exhalation des odeurs liées à la putréfaction et à la transformation des corps. Chaque corps a savamment été empaqueté. Chaque tête est calée contre un oreiller imbibé de sang. Puis, systématiquement, on retrouve la même série de couches. Draps, sacs de couchage, sacs poubelles. Le tout ficelé par du ruban adhésif. Dans mon vécu en criminalistique, sur plus de 20 ans, je n'ai vu ça que sur des infanticides. Où dès la naissance, la mère tuait son enfant et pour le faire disparaître ou pour pas qu'on le retrouve, allait réaliser un cocon dans lequel elle allait enfermer l'enfant. C'est les seules fois. L'auteur devait être ganté, car aucune empreinte digitale, aucune empreinte génétique ne peut être révélée sur les tissus et plastiques qui recouvrent les cadavres. Les victimes sont toutes en tenue de nuit. Pyjama pour Anne, t-shirt pour Agnès. Les garçons sont eux en boxeur ou caleçon. Dans les sacs sont retrouvées des douilles de 22 longs rifles, des balles et une quantité importante de sang. Comme si le premier objectif était de contenir les épanchements sanguins et les indices des meurtres. Le deuxième but recherché, à mon avis, est de créer un retard de découverte. Parce que dès lors qu'on les emballe, on va retarder, voire empêcher l'émission d'odeur vers l'extérieur. Dernière chose surprenante, dans chaque paquet est retrouvée une effigie religieuse. Petite statuette de la Vierge pour Arthur, colombe pour Agnès, chapelet pour Anne, Thomas et Benoît. Un peu comme si l'auteur avait par ce geste souhaité confier ses victimes à Dieu. Les autopsies sont réalisées le 22 avril au CHU de Nantes. Le médecin légiste ne parvient pas à dater les décès. Il conclut juste que les victimes ont été tuées de 10 à 21 jours avant la découverte des corps. Aucune des victimes ne présente des plaies de défense. Il n'y a donc pas eu de violence physique avant les tirs. Chaque victime a reçu 2 balles dans la tête. Ces tirs mortels ont été réalisés à bout touchant. Le canon de l'arme posé à même la peau. Des projectiles de 22 longs rifles sont extraits des corps des victimes. C'est la munition de base. C'est la munition la plus fréquente. L'analyse des plaies permet de déterminer la trajectoire des balles et de comprendre comment les choses ont pu se dérouler. On a des directions de tir qui vont d'une oreille à l'autre. Donc des tirs plutôt horizontaux. Qui me fait plutôt penser à une personne allongée et un agresseur qui vient au-dessus de la tête et qui vient tirer. Les constatations font penser que les victimes ont été agressées allongées dans leur lit. Cette idée est confirmée par les analyses toxicologiques qui établissent la présence de doses massives de somnifères dans le sang des 4 enfants. Dans une dose massive, on a des gens qui sont aréactifs, comateux. Certes, il existe encore quelques mouvements respiratoires, mais ils sont parfaitement inconscients et donc on peut en faire ce qu'on en veut. Le sang d'Agnès ne contient pas la même dose de somnifères que celui des enfants. Mais les enquêteurs découvrent qu'elle prenait chaque nuit pour dormir un médicament. Le tueur n'a donc sans doute pas eu besoin de la sédater. Si toutes les victimes présentent 2 plaies par balle dans la tête, Thomas et Benoît ont également reçu 2 balles dans la poitrine. Pour Philippe Esperanza, c'est la preuve qu'il n'était pas profondément endormi quand le tueur s'est approché d'eux. Malgré la présence d'un sédatif,
ils sont encore en action, puisque les tirs sont soit dans le thorax, soit sous l'œil. Donc là, pour ces deux-là, même sédatés, ils semblent être encore en action. L'autopsie a déterminé que les tirs dans le thorax ont précédé ceux dans la tête, ce qui confirmerait que le tireur a eu besoin de les neutraliser. Sur ces deux personnes, une situation s'est présentée qu'il a fallu régler. Lorsque la situation impromptue, non préparée par l'agresseur, a été résolue par lui, par ses tirs, il est revenu dans son schéma habituel. Son schéma habituel, à savoir 2 balles dans la tête. En tout, il y aurait eu 17 tirs, 14 sur Agnès et ses enfants, et 3 sur les 2 chiens. Comment se fait-il qu'aucun des voisins ne les ait entendus? Frédéric Bottbol, journaliste spécialiste des armes à feu, a accepté de nous faire une démonstration éloquente. Tout d'abord, voilà le type de détonation d'une arme de calibre 9 mm. Maintenant, une détonation avec une arme 22 long rifle. N'importe qui est capable d'utiliser une carabine 22. Et c'est d'une simplicité enfantine. Et pour finir, voici des tirs de 22 long rifle avec une arme équipée d'un silencieux. Une carabine 22 fait très peu de bruit. Et avec un silencieux, vous n'avez absolument aucun bruit. Les constatations sur la scène de crime ainsi que les résultats des autopsies permettent de mieux cerner l'état d'esprit du tueur. Une organisation, une planification, une froideur dans la réalisation des actes. Il a ça à faire, il doit le faire de telle façon. S'il y a quelque chose qui vient contrecarrer les actes qu'il a prévus, il va régler la situation. Et j'utilise ces termes volontairement pour dire qu'on est vraiment dans un mode un peu robot, sans humanité. Les enfants et Agnès n'avaient aucune chance d'en réchapper. Les corps ont été trouvés grâce à l'intuition d'une policière intriguée par le positionnement de la gamelle des chiens sous la terrasse. Elle a alors remarqué la présence d'un panneau d'aggloméré posé sur le sol. Après l'avoir soulevé, elle a gratté légèrement la terre, puis est tombée sur une fine pellicule de ciment, un ciment encore friable, qui lui a fait penser qu'il avait été coulé là récemment. C'est à ce moment-là que les fouilles ont véritablement commencé. Comment se fait-il que les premières visites de la maison n'aient pas permis de retrouver les corps ? Lors de la première visite, rien n'oriente les policiers vers l'hypothèse d'un drame familial. À l'intérieur de la maison, il n'y a aucune trace de lutte, aucune trace de violence, aucune trace de sang visible, il n'y a aucun désordre inquiétant. Ce n'est qu'à la 5e visite que les policiers, que les enquêteurs ont connaissance d'un élément essentiel. Quelques jours avant la disparition de sa famille, Xavier Dupont de Ligonnès a fait l'achat d'outils pour creuser, de sacs de ciment et de chaux vives. Ils pensent alors que les corps ont pu être enterrés dans le jardin. Seulement dans le jardin, il n'y a pas de traces de terre fraîchement retournée. Alors ils orientent naturellement leurs recherches vers le dessous de cette terrasse. Pour accéder à cet endroit, il faut se baisser. La hauteur sous la terrasse n'est que de 1,20 m. Il a forcément été très difficile de creuser des trous capables de contenir et de camoufler 5 corps et 2 chiens. Bien sûr, ça aurait été beaucoup plus facile de les enterrer dans le jardin. Seulement, sous cette terrasse, on est à l'abri des regards du voisinage et à l'abri également des intempéries. Il faut bien imaginer, Arnaud, que pour creuser les fosses, pour y enfouir les corps et pour les recouvrir des matériaux qu'on a retrouvés, il a fallu plusieurs heures, voire plusieurs jours. Alors tout compte fait, cet endroit, ce dessous de terrasse, c'était l'endroit idéal pour retarder leur découverte. Le médecin légiste ne parvient pas à dater les décès avec une grande précision. Il établit juste que les victimes sont mortes dans un créneau de 10 à 21 jours avant qu'on ne retrouve les corps. Toutefois, les enquêteurs ont réuni d'autres éléments objectifs pour permettre de déterminer à quel moment les meurtres ont été commis. Pour les meurtres d'Agnès, d'Arthur, d'Anne et de Benoît, ils ont très vraisemblablement été commis dans la nuit du dimanche 3 avril au lundi 4 avril. En ce qui concerne Thomas, c'est trop tôt pour le dire. Je vous rappelle qu'il n'était pas dans la maison familiale à Nantes cette nuit-là, il avait rejoint sa chambre d'étudiant à Angers. Est-ce qu'on peut tenter d'établir un scénario des faits concernant les 4 premiers homicides ? Moi, je pense que ces meurtres ont été commis dans un temps très rapproché, probablement vers 3h30, heure à laquelle l'appareil qui enregistre les apnées du sommeil de Agnès s'est arrêté. On peut estimer que c'est d'abord la mère de famille qui a été tuée pour éviter qu'elle ne se réveille pendant l'exécution de ses enfants. Si le tueur a choisi cette heure-là, c'est parce qu'il supposait que les sédatifs faisaient pleinement leur effet à ce moment-là.
Seul le corps de Xavier Dupont de Ligonnès n'a pas été découvert, l'homme a disparu. Les enquêteurs pensent évidemment à un drame familial. Le parquet de Nantes ouvre alors une information judiciaire pour séquestration et assassinat contre X. Oui, ce X, qui désigne un inconnu, semble ici correspondre au X de Xavier Dupont de Ligonnès. Son absence fait de lui le suspect numéro 1. Il n'y a pas de trace d'effraction. Tout laisse penser à un huis clos macabre. Le père de famille est introuvable, les policiers concentrent donc leurs investigations sur lui. Ils continuent d'analyser ses relevés bancaires et ses relevés téléphoniques. Où est Xavier Dupont de Ligonnès? Une question qui occupe tous les esprits. Pour Roland Coutenceau, expert psychiatre, le drame familial de Nantes est très atypique. En général, ce type d'histoire se ponctue par le suicide de celui qui tue sa famille. Et donc ici, la rareté sur le plan criminologique, c'est que, en tout cas, on sait qu'il ne l'a pas fait juste après les avoir tués. Les enquêteurs cherchent à reconstituer l'emploi du temps du suspect avant et après les meurtres. Et ils vont découvrir une série d'éléments accentuant leur suspicion à son égard. Ils apprennent que le somnifère administré aux enfants est identique à celui prescrit à Hubert Dupont de Ligonnès, le père de Xavier, décédé en janvier 2011. Les policiers découvrent aussi qu'Hubert a laissé en héritage à son fils une carabine 22 long rifle, semi-automatique de marque unique. Une arme de calibre identique à celle utilisée pour les crimes. Étrange aussi de découvrir l'intérêt tout récent de Xavier pour le tir. Xavier Dupont de Ligonnès s'est inscrit dans un club de tir qu'il a fréquenté assidûment, où il a même emmené certains de ses enfants. L'enquête révèle également que Xavier Dupont de Ligonnès a acheté un silencieux le 22 mars 2011 chez Nantes Armes, une armurerie du centre-ville. D'investigation en investigation, les policiers acquièrent la certitude que le père de famille est l'auteur du quintuple meurtre. Ils savent déjà, grâce à l'analyse de ses relevés bancaires, que le vendredi 1er avril, Xavier Dupont de Ligonnès a fait plusieurs achats au Castorama d'Orvaux, près de Nantes. Des sacs à gravats, du ruban adhésif, une pelle bêche et une houe lorraine, un outil à manche servant à biner la terre. Le samedi, veille des meurtres, il a acheté chez Jardiland 4 sacs de 10 kg de chaux vives. Sa famille tente de minimiser ces faits qui l'accablent. Il fait ses achats en carte bancaire, il ne s'en cache pas. Et même chose pour la carabine, il en parle à droite à gauche dans les mois qui précèdent, il ne se cache absolument pas. Effectivement, ces objets ont été retrouvés et on s'est dit naturellement que ces objets ont servi à ça et ont été achetés pour ça. J'en suis pas persuadé. La sœur de Xavier Dupont de Ligonnès ne croit pas à la culpabilité de son frère. Et pour tenter de prouver son innocence, elle révèle un message qu'il lui a laissé le dimanche 3 avril à 22h37. En famille et au restaurant ensuite dimanche soir et on rentre juste il faut le surtout pour l'heure si c'est pas trop tard on est toujours utile on peut envoyer un petit SMS et quand je vais coucher les enfants et on sera tout à tout de suite peut-être. La police pense que la tuerie a commencé quelques heures plus tard. Pour les proches de Xavier Dupont de Ligonnès, ce dernier message n'est pas celui d'un assassin. C'est mon frère tel que je l'ai toujours connu. Sa voix est sereine, elle est chaleureuse, elle est normale. Ça n'est pas du tout la voix ni l'attitude de quelqu'un qui se prépare à commettre un quintuple assassinat. Ce message est fondamental pour nous parce qu'il nous laisse penser qu'à ce moment-là, cet homme n'est pas dans les dispositions d'esprit que l'on lui prête. Comme vous avez dit, je vais coucher les enfants, dire bonsoir à tout le monde. C'est la phrase d'un père de famille qui dit ça depuis 20 ans. Les policiers restent tout de même persuadés que le père de famille a tué sa femme et 3 de ses enfants après avoir téléphoné à sa sœur. Mais la folie criminelle ne s'est pas arrêtée là, car ce dimanche soir, Thomas n'était pas à Nantes. L'enquête établit que le lendemain, le lundi vers 20h, Xavier est parti à Angers voir son fils. Il l'a emmené dîner dans un restaurant de la banlieue angevine. Des témoins racontent aux policiers que le jeune homme semblait étrange. Thomas, à un moment, ne se sent pas très bien. Il va même quitter le restaurant pour aller prendre un peu l'air et se reposer un petit peu dans la voiture. On peut très bien imaginer qu'il ait été drogué par son père et que quelque chose se soit passé,
un témoin qui est passé, un appel téléphonique, un rendez-vous imprévu, quelque chose qu'il avait oublié dans la maison, que quelque chose a grippé la mécanique criminelle qu'il avait mise en place et qu'il a dû retarder son ultime passage à l'acte. Thomas ne mourra pas ce soir-là. Xavier le raccompagne chez lui à Angers et rentre à Nantes. Le lendemain, mardi 5 avril vers 19h20, Xavier envoie un texto à Thomas. Il lui annonce que sa mère Agnès a eu un accident de vélo, qu'elle a été hospitalisée et qu'il doit revenir en urgence à Nantes. Thomas prend alors le train. Vers 23h, il arrive à la gare de Nantes où son père vient le chercher pour le ramener au 55 boulevard Schumann. C'est donc probablement dans la nuit du 5 au 6 avril que Thomas est à son tour exécuté. Pour les enquêteurs, tout laisse penser que Xavier Dupont de Ligonnès a prémédité les 5 meurtres. Xavier Dupont de Ligonnès s'est transformé du monsieur tout-le-monde en un immense manipulateur égocentrique, mythomane et narcissique. L'égocentrisme, c'est l'égoïsme au carré, mais ça peut être au cube, ça peut être à la puissance n. Donc au fond, les gens qui font des actes qui nous scotchent, où le commun des mortels se dit moi je serais démasqué aux yeux de ma femme, je me serais déprimé mais je n'aurais pas tué mes gosses. Il faut avoir un égocentrisme à la puissance n pour faire un acte aussi inimaginable par le commun des êtres humains. Comment expliquer le passage à l'acte de Xavier Dupont de Ligonnès? Ces crimes sont tellement abominables que c'est forcément quelqu'un qui est passé de l'autre côté de la frontière. Et là, c'est un ami que je ne reconnais plus. C'est pas le Xavier que j'ai connu, parce que le Xavier que j'ai connu, il avait une limite. Vous l'imaginez, faire l'acte physique, c'est-à-dire porter des corps, porter le corps de ses enfants, de sa femme, les mettre dans la terre, voir leur visage. Ça, c'est quelque chose d'humainement insupportable. Jean-Marc, les policiers réunissent de très nombreux éléments qui accablent Xavier Dupont de Ligonnès. Ces nouvelles informations dressent le portrait d'un homme décidé à faire disparaître toute sa famille. Le cas de Thomas est particulièrement saisissant. Il est tué 48 heures après sa mère et ses frères et sœurs. La tuerie de Nantes s'est donc passée en 2 temps. Oui, c'est tout à fait exceptionnel. En tout cas, ça prouve la détermination de l'auteur, son jusqu'au boutisme. Mais vous avez remarqué, Arnaud, je parle de l'auteur sans jamais nommer Xavier Dupont de Ligonnès, je dissocie les deux. En effet, il y a quelque chose de remarquable dans cette affaire. Tous les actes préparatoires semblent signés Xavier Dupont de Ligonnès. C'est avec sa carte bleue que sont achetés le silencieux, la chaux et le ciment. En revanche, la commission des meurtres est parfaitement anonyme. On ne retrouve ni l'arme du crime, ni l'outil qui a servi à creuser, et on ne retrouve ni empreinte digitale, ni empreinte génétique sur les sacs qui ont servi à envelopper les corps. Alors, les policiers et le juge d'instruction sont cependant convaincus de l'implication de Xavier Dupont de Ligonnès. D'ailleurs, un mandat d'arrêt international a été délivré contre lui le 10 mai 2011. Oui, ce mandat d'arrêt international vaut mise en examen. À partir de ce moment-là, bien qu'il bénéficie toujours de la présomption d'innocence, Xavier Dupont de Ligonnès est l'unique suspect dans cette affaire. Revenons aux faits, Jean-Marc, et plus précisément au mardi 5 avril, après l'arrivée de Thomas à la gare de Nantes. La localisation des téléphones portables nous révèle que les 2 hommes sont entrés au 55 boulevard Schumann vers 23h45. Or, si l'on admet l'hypothèse des enquêteurs selon laquelle les meurtres ont déjà été commis, la maison est vide, Thomas a forcément dû poser des questions à son père. Il s'est forcément étonné de l'absence de sa famille et de celle de ses 2 chiens. Xavier Dupont de Ligonnès a dû trouver les mots justes pour rassurer son fils. Ça prouve son aplomb, son sang-froid et sa force de conviction. Confiant, Thomas a dû aller se coucher. On sait en effet que son corps a été retrouvé en tenue de nuit. Il ne présentait pas de traces de défense. Cela veut dire qu'il s'est endormi calmement, sans lutter. C'est exactement le même mode opératoire que pour les victimes précédentes. Il a été drogué et abattu à bout touchant alors qu'il était allongé. Pensez-vous qu'à ce moment-là, les autres victimes étaient déjà enterrées? Oui, très vraisemblablement. Sinon, le cadavre de Thomas aurait été enfoui avec les autres. La 2e fosse a été creusée pour lui, peut-être même avant son meurtre.
Le dimanche 3 avril, à 22h37, Xavier Dupont de Ligonnès laisse un message sur le répondeur de sa sœur Christine. Il raconte d'une voix posée et détendue sa soirée en famille et indique qu'il va coucher les enfants. Selon la chronologie des événements, il aurait exécuté Agnès, Arthur, Anne et Benoît quelques heures plus tard. Pour Christine Dupont de Ligonnès, ce message disculperait son frère. Ce message n'est certainement pas une preuve de son innocence. Cette décontraction, on la retrouve le lundi soir, lorsque Xavier Dupont de Ligonnès dîne au restaurant à Angers avec Thomas. Les serveurs se souviennent d'un homme parfaitement calme et serein. Pourtant, la première série de meurtres aurait été commise et Thomas n'est qu'en sursis. Ce détachement par rapport à l'horreur des actes dont il est soupçonné doit être pris en compte par les enquêteurs. Cette attitude est à rapprocher du mode opératoire des crimes planifiés et maîtrisés. Dans cette affaire, tout est toujours sous contrôle. Confrontés à cette tuerie familiale, les policiers se replongent dans la vie du couple et des enfants Dupont de Ligonnès. Si en surface, la famille nantaise a toutes les apparences de la normalité, la PJ de Nantes va découvrir que la réalité est bien différente. Il y a ce côté chabrolien, c'est-à-dire qu'en effet, quand on gratte un petit peu, on se rend compte que les finances n'étaient pas bonnes du tout, qu'il était perclus de dettes. Moi, je n'avais pas trop compris ce qu'il faisait. Et souvent, quand je lui disais, il rigolait. Je disais, je t'expliquerai, je t'expliquerai. Les policiers découvrent qu'en 2010, le père de famille n'a déclaré que 4 000 € de revenus annuels. Le dernier bilan de sa société, publié en 2008, fait état d'un maigre bénéfice net de 3 200 € et d'un déficit cumulé de plus de 13 000 €. C'est une activité qui peine à démarrer, qui a tendance plutôt même à péricliter. Xavier était discret, mais il n'était pas, secret. J'ai su qu'il avait des problèmes. Je l'ai aidé, on le voyait soucieux de temps en temps, mais sans plus. En réalité, Xavier Dupont de Ligonnès, financièrement, était aux abois, ne pouvait plus mener cette cavalerie permanente de demander de l'argent aux uns, de rembourser les autres avec, etc. Il se sentait vraisemblablement pris à la gorge et acculé. Pour faire vivre sa famille, il aurait puisé dans l'héritage de sa femme Agnès. Il n'a pas dépouillé, mais puisque c'était son épouse, il lui a quand même un peu largement dilapidé son héritage. Parce qu'il avait besoin d'argent, il avait besoin de liquidité, il avait besoin de financer tous ses projets. Cette histoire d'héritage est une éternelle source de conflit entre les époux. Agnès et Xavier ne s'entendent plus. Ils se séparent même en 2004, pendant 6 mois, mais finissent par se réconcilier. On sent que c'est un couple qui a tendance à battre un peu de l'aile. Avec Agnès très vite, je pense que le devoir conjugal l'ennuyait, qu'il avait besoin de partir, Xavier. Donc, il y a des moments où il disparaissait 3 semaines et Agnès était incapable de dire où il était, même s'il appelait régulièrement. Mais qu'est-ce qu'il faisait pendant tout ce temps-là? Où il allait? La vie de couple est un naufrage. Il y a des choses au dossier qui sont très malsaines sur leur vie de couple. Les enquêteurs ont découvert vraiment des choses très très étonnantes. Les investigations ont permis de retrouver sur Internet des messages d'Agnès. Sur le site Doctissimo, sous le pseudo de Scorpios, elle se dit en manque de tendresse et de sexe, et avoue avoir une attirance pour des hommes et avoir développé avec eux une relation virtuelle. Il y avait un vrai malaise, un vrai mal-être, qu'elle a par exemple pris du poids très rapidement à une époque, sans explication réelle. Sous le pseudo Agnès44, elle écrit sur le site jeteplais.com. Les hommes me disent très sexy et pleine de charme. J'ai tenté l'expérience triolisme homme-homme-femme, très réussie. J'aimerais dialoguer avec femme bi, afin de savoir si je pencherais aussi de ce côté-là. On s'est aperçu que la Agnès qui présentait devant elle l'harmonie totale ne semblait pas être en harmonie avec elle-même. Ça arrive à tout le monde. Xavier Dupont de Ligonnès, quant à lui, aurait eu plusieurs relations extra-conjugales. Xavier Dupont de Ligonnès est un homme à femme. Agnès vraisemblablement le savait en partie, elle avait dû s'en rendre un petit peu compte. Le père de famille aurait, grâce à ses liaisons, réussi à cacher l'ampleur de ses problèmes financiers. Comme c'est un grand séducteur, très vite, il a compris qu'il pouvait obtenir un peu d'argent. Je pense qu'il y a plein de femmes qui ne se sont pas manifestées, à qui il a dit emprunter de l'argent. Les policiers découvrent qu'une femme d'affaires de 50 ans, qu'il fréquente plusieurs mois en 2009, lui a prêté 50 000 €. Les enquêteurs ont retrouvé plusieurs maîtresses qu'il avait eues dans le temps, avec lesquelles il avait renoué, auxquelles il avait demandé des sommes d'argent.
auquel il avait fait des promesses en disant « nous n'avons pas été heureux à l'époque, on pourrait l'être dorénavant, etc. » Donc oui, Xavier Dupont de Ligonnès, c'est pas des femmes qui gravitaient autour de lui, c'est plutôt lui qui gravitait autour de plusieurs femmes autres que Agnès. Une vie professionnelle qui périclite, un couple dans l'impasse. Les policiers pensent que l'équilibre précaire de la famille Dupont de Ligonnès a peut-être basculé le 20 janvier 2011, au moment du décès du père de Xavier. La mort du père de Xavier a eu une influence psychologique importante sur lui. Je pense que Xavier, paradoxalement, l'a bien vécu. Je ne suis pas d'accord avec la version disant que Xavier était en dépression après ou très affecté, etc. Je ne le pense pas du tout. J'ai trouvé beaucoup mieux même. Pour gérer la succession de son père, Xavier Dupont de Ligonnès se rend souvent à Versailles pour voir sa mère et sa sœur. Lors de sa dernière visite, le 25 mars, il leur laisse une drôle d'impression. À retardement, je me suis rendu compte que dans cette passation, c'était une passation justement, dans cette passation, dans la façon dont il se comportait, il y avait une forme d'adieu. Mais je tiens à le répéter, pas les adieux d'un assassin futur, les adieux de quelqu'un qui allait être exfiltré. Un homme qui semble faire ses adieux. Un homme enlisé dans les difficultés. C'était une vie de raté. Ses enfants, il les aimait, mais il en disait parfois des choses assez méchantes. Sa femme, on s'est aperçu après que ses relations étaient loin d'être idylliques et qu'elles étaient même parfois très remplies de colère, de haine. Il était au fond, on va dire simplement, dans la situation d'un homme qui va tomber le masque. Je ne suis pas l'homme qui a du succès. Je suis dans une situation de déchéance financière. Et donc, c'est très évidemment narcissique. Je ne peux pas supporter d'apparaître comme tel aux yeux des miens. Je ne peux pas supporter qu'ils me voient déchoir de l'image qu'ils se font de moi. On est vraiment sur un passage à l'acte psychologique de l'atteinte à l'honneur de son nom de famille. Il ne fallait pas que le nom de Ligonnès soit sali par une banqueroute, un échec, et c'est à mon avis la raison pour laquelle il tente de cacher tous les cadavres et qu'officiellement il n'y en ait pas et que lui puisse disparaître dans la nature comme il l'a fait. Un homme qui, plutôt que de déchoir dans l'estime des siens, aurait choisi de leur ôter la vie. L'enquête établit qu'après le meurtre de Thomas, Xavier Dupont de Ligonnès est resté seul dans la maison familiale à organiser son départ. À l'abri des regards extérieurs, derrière les volets fermés, il fait tout pour que l'on croie au déménagement de sa famille. Il range les chambres, retire les photos des albums et vide en partie les armoires et les tiroirs. C'est pendant ces quelques jours qu'il écrit ses courriers expliquant le départ de la famille et envoie quelques mails pour régler les questions administratives et ses affaires professionnelles. L'analyse de ses relevés téléphoniques prouve qu'il a des conversations avec des interlocuteurs qui ne remarquent rien d'anormal. Un habitant du boulevard Schumann dit avoir vu Xavier Dupont de Ligonnès, le jeudi 7 avril, pendant plus d'une heure, faire des allers-retours entre sa maison et sa voiture, les bras chargés de gros sacs. Puis, il est vu une dernière fois à Nantes, le samedi 9 avril. Il faut attendre le dimanche 10 avril pour avoir une nouvelle trace du père de famille. Ce jour-là, sa voiture est flashée sur la route départementale 323, dans le sens Nantes-Angers. Il sait pertinemment qu'il a de l'avance sur les enquêteurs, que les corps n'ont pas été retrouvés. Il le sait parce qu'il l'aurait forcément appris. Donc tant qu'il n'est pas recherché, il se sent invincible, intouchable. Comme l'attestent ses paiements en carte bleue, le suspect parcourt les routes de France pendant 5 jours. Ce qui est original ici, c'est qu'après les avoir tués, il a mis en place des éléments pour retarder la découverte des corps, pour s'offrir une tranche de vie, une cavale. Xavier Dupont de Ligonnès n'a pris aucune précaution pour brouiller les pistes. La balade, pas l'appeler autrement, qui va de point en point en France, qui signale bien sa présence. Un flash par-ci, un paiement en carte bancaire par-là. S'il est en fuite en cavale, il aurait tout intérêt à être le plus discret possible et à ne pas laisser de traces derrière lui. Or, il en laisse. On va s'apercevoir qu'il a continué de se servir de son téléphone portable après avoir quitté la maison de Nantes. Son téléphone va borner, comme disent les enquêteurs, pour la dernière fois une borne d'Échillais en Charente-Maritime.
Le dimanche 10 avril, vers 9 h, un homme voit à Angers le père de famille occupé à vider la chambre d'étudiant de son fils Thomas. Souriant, il aurait dit aux témoins « Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour ses enfants ?» Dans la foulée, il va vider la chambre de son fils aîné Arthur, près de Cholet. Ce soir-là, il dort à l'hôtel Le Beaulieu, à Puybereau, près de La Rochelle. Il se présente sous le nom de Xavier Ligone. Le lendemain, lundi, il reprend la route et descend à Blagnac, près de Toulouse, où il passe la nuit. Il va à chaque fois prendre sa côte de bœuf, sa demi-bouteille de vin rouge, il va payer en étant vu, en se montrant, etc. Donc c'est pas la cavale d'un homme traqué, à ce moment-là il ne l'est pas, mais en tout cas c'est pas la cavale d'un homme qui paraît anxieux et qui paraît avoir tué toute sa famille. Xavier Dupont de Ligonnès rejoint ensuite le Pontet, près d'Avignon. Sylvie Boucher, directrice de l'auberge de Cassagne, se rappelle de cet homme venu dîner et dormir dans son établissement, le mardi 12 avril, sous le nom de Xavier Laurent. On s'en souvient parce qu'il a beaucoup discuté pendant son séjour et c'est vrai qu'il a un peu marqué toute l'équipe. Il ne passait pas inaperçu, même en étant seul, il se faisait quand même assez remarquer. Avant d'aller dîner, Xavier Dupont de Ligonnès fait une pause sur le balcon de sa chambre. Il fait alors un surprenant petit signe de la main à l'hôtelière. C'était monsieur qui cherchait le contact, oui, hein, un peu monsieur qui cherchait à draguer un petit peu. Un homme affable et courtois, qui n'a pas l'air d'avoir commis un quintuple meurtre. Ça paraît incroyable, vous voyez, d'avoir peu de temps après, avoir une attitude comme il avait dans notre maison, on a toujours du mal à croire que c'est possible. Il n'est pas comme nous, il n'est pas simplement un homme ordinaire, accessible à la seule culpabilité au remords. Je ne le vois pas totalement hanté par ce qu'il a fait, comme un acteur qui jouerait un autre rôle, cette capacité de se couper, de cliver avec l'acte qu'on a fait. Xavier Dupont de Ligonnès descend ensuite dans le Var. Il passe la nuit du 13 avril à Seine-sur-Mer, puis celle du 14 à Roquebrune-sur-Argence. C'est difficile d'expliquer cette promenade dans le sud, mais ce qui est certain, c'est que Xavier ne se presse pas pour quitter le territoire. Il passe 3 jours dans le sud à se promener, il prend tout son temps, alors qu'il aurait pu atteindre la frontière en une seule journée. Un homme seul, qui n'est pas pressé, qui ne se cache pas. Une cavale, qui n'en est pas vraiment une. Certains imaginent qu'il ait pu repasser par des endroits qu'il avait beaucoup appréciés pour finir dans le Var, là où il a été peut-être durant toute son existence le plus heureux lorsqu'il y a vécu, là où sa famille a été heureuse. Peut-être que symboliquement il souhaitait terminer cette route, ce voyage cavale dans le Var. En effet, les dernières traces du suspect sont retrouvées à Roquebrune-sur-Argence. Le jeudi 14 avril à 17 h 15, il retire 30 € dans un distributeur de billets de la rue Gabriel-Péri. Il passe ensuite la nuit à l'hôtel Formule 1. Le lendemain, vers 16 h, Xavier Dupont de Ligonnès abandonne son véhicule C5 sur le parking de l'hôtel. À partir de ce moment-là, il disparaît et n'a plus donné aucun signe de vie. Pourquoi Xavier Dupont de Ligonnès stoppe-t-il son périple dans le Var? Il y a à Roquebrune-sur-Argence un haut rocher dont la réputation mystique intrigue les enquêteurs. Le site, qui abrite des petites chapelles, est surplombé par 3 grandes croix. Et si le père de famille avait fait une sorte de pèlerinage? Aurait-il pu tuer au nom de Dieu? Les crimes du 55 boulevard Schumann pourraient-ils avoir une nature sacrificielle? Se souvenant des petits objets à caractère religieux retrouvés près des cadavres, les policiers se lancent sur cette nouvelle piste. Certains écrits de Xavier Dupont de Ligonnès retrouvés sur le web sont fort troublants. 1 an avant les meurtres, le père de famille lance sur le forum du site lacitécatholique.org une discussion sur la nécessité des sacrifices. Il se demande en quoi Dieu a-t-il besoin ou envie qu'on lui offre la mort d'une bête, d'un enfant, d'un homme, de son fils. Il poursuit, si Dieu ne demande pas de sacrifices humains, il les agrée de toute façon. Depuis le quintuple meurtre, la relecture de ces messages est particulièrement terrifiante. Il y a des petits indices par-ci, par-là, épars, en effet, de messages un peu, pas forcément apocalyptiques, mais très sombres en tout cas. À quel type de croyant a-t-on vraiment affaire ici? Depuis la petite enfance, Xavier Dupont de Ligonnès baigne dans un environnement familial où la religion est primordiale. Sa mère Geneviève et sa sœur Christine ont rejeté Vatican II et la modernisation de l'Église. Ce sont des catholiques traditionnalistes qui vivent leur foi en dehors de tout lieu de culte. Elle prie chez elle,
Geneviève dit avoir une relation privilégiée avec Dieu. C'est une dame qui est établie aujourd'hui à Versailles, qui est assez âgée aujourd'hui, et qui pense qu'elle reçoit depuis plusieurs années des messages de Dieu et qu'elle se doit de les noter en tant que messagère et qu'il lui arrive de répercuter cette parole-là à ses proches. En effet, depuis les années 60, Geneviève s'assoit devant des feuilles de papier blanc. Elle laisse sa main, guidée par Dieu, tracer des formes, des traits, des mots. Le tout finissant par constituer des messages indéchiffrables pour le commun des mortels. Frédéric Lenoir, philosophe et historien des religions, nous éclaire sur ce phénomène. C'est quelque chose qui existe partout. C'est-à-dire que vous avez dans toutes les cultures, dans toutes les traditions, des gens qui disent, voilà, soudainement je me mets à écrire et je suis pris par une entité, par une âme, par un défunt. Les prêtres catholiques sont très très prudents par rapport à ça et c'est plutôt mal vu. Donc c'est quelque chose qui se vit plutôt hors de l'institution. Au fil du temps, un petit groupe de croyants se fédère autour des messages de Geneviève. Un groupe qui se baptise Église de Philadelphie. Le nom de l'église de Philadelphie, ça vient de l'Apocalypse de Jean. C'est une des églises de l'Apocalypse. C'est pour ça que ce nom a été repris par un groupe qui s'intéresse aux messages de fin du monde. L'église de Philadelphie relèverait donc de la mouvance apocalyptique. Les mouvements apocalyptiques, ce sont des mouvements qui annonce la fin du monde, l'imminence de la fin du monde. L'Apocalypse, c'est un des grands livres de la Bible, qui clôt d'ailleurs la Bible chrétienne. Et du coup, le terme est resté pour parler de tous ceux qui font des prophéties, des annonces de la fin du monde. Les enquêteurs se demandent si ce groupe n'aurait pas eu une influence sur Xavier Dupont de Ligonnès. Mais ils comprennent vite que le père de famille s'était éloigné des croyances de sa mère. Xavier avait sa liberté de penser et sa liberté d'action. Il n'était pas proche de nous sur le plan des idées. En grattant un peu, les enquêteurs réfutent l'hypothèse selon laquelle l'église de Philadelphie ait pu être une secte. La piste de la secte, pour les enquêteurs, ne tient pas réellement la route. La mère de Xavier Dupont de Ligonnès n'a jamais réuni réellement de fidèles autour d'elle à qui elle aurait demandé des sommes folles. On n'est pas face à une gourou du tout. Les enquêteurs sont venus chez nous, ils ont vu ma mère, ils m'ont vu. Ils ont tout de suite compris qu'il n'y avait aucune secte, aucune piste sectaire. Je crois que le sensationnel disant que Xavier avait baigné dans une ambiance de mysticisme avec des rituels extraordinaires, des allusions à Satan, etc., c'est du fantastique. Je suis persuadé qu'il y a encore des gens qui sont persuadés que ma cliente est à la tête d'une secte de derviches tourneurs et qu'elle fait brûler des poulets dans son salon. Je n'appartiens à aucune secte. Il n'y a aucune secte dans mon entourage, dans ma famille. Nous sommes quelques personnes qui ont les mêmes vues sur le plan religieux, ma mère et moi principalement. Je pense que c'est peu pour parler de secte. La piste sectaire retombe comme un soufflet. Le mobile religieux n'est pas crédible. Sa pratique de la religion n'est pas telle que ça le fasse devenir un fou de Dieu. Si Xavier Dupont de Ligonnès a tué sa famille, ce n'est pas pour la religion. Ça, c'est une de mes quasi-certitudes, faute de l'avoir en face de moi pour qu'il me donne la réponse à cette question. Mais la religion n'est pas le mobile. Jean-Marc, le mobile du délire mystique ne tient pas. Non. En revanche, quand on lit attentivement les écrits de Xavier Dupont de Ligonnès sur le forum du site internet, il y a une phrase qui retient tout particulièrement l'attention. Si Dieu ne demande pas de sacrifices humains, il les agrée de toute façon. Oui, cette phrase est très troublante. Arnaud, j'ai regardé dans le dictionnaire. Agréer, ça veut dire accepter favorablement. Donc, Xavier Dupont de Ligonnès écrit sur son forum, Dieu accepte favorablement les sacrifices humains. Quelque part, ça l'exonère de sa responsabilité, de sa culpabilité aux yeux de la justice divine. Et eu égard à son éducation, cette justice divine, il la craint probablement plus que la justice humaine, que la justice des hommes. Dans cette affaire, il est difficile d'établir un mobile précis. La vie de Xavier Dupont de Ligonnès laisse apparaître plusieurs failles. Échec professionnel, difficultés financières et relations conjugales très détériorées. Oui, tous ces éléments l'ont forcément fragilisé. Dans tous les drames familiaux, on retrouve toujours cette accumulation d'éléments. Mais ça ne suffit pas. Il y a toujours un événement qui provoque le passage à l'acte. Il y a un événement déclencheur. Alors pour certains, il pourrait s'agir de la mort du père de Xavier Dupont de Ligonnès le 20 janvier 2011, soit un peu plus de 3 mois avant le quintuple meurtre.
Non, ça, j'y crois vraiment pas. L'élément déclencheur, c'est jamais un élément passé. C'est toujours un événement à venir. C'est un événement que l'auteur craint de ne pas pouvoir maîtriser, de ne pas pouvoir surmonter. C'est un événement qui va probablement mettre à jour la fragilité de son apparence, qui va révéler d'un seul coup la triste réalité. La mère, la sœur et le beau-frère de Xavier Dupont de Ligonnès n'admettent pas la culpabilité du père de famille. Ils se sont constitués partie civile pour avoir connaissance du dossier. Ils ont lu et relu les actes de procédure et pensent avoir soulevé des incohérences qui l'innocenteraient. Des témoins déclarent avoir vu Agnès Dupont de Ligonnès vivante après la nuit du 3 au 4 avril, nuit des premiers meurtres selon la police. Une employée du salon de coiffure voisin du 55 boulevard Schumann dit avoir vu la mère de famille téléphoner sur le trottoir devant sa maison le mardi 5 avril vers 12h15. La couturière, qui tient le magasin de retouches juste à côté, dit quant à elle avoir parlé avec Agnès le jeudi 7 avril, alors qu'elle promenait un de ses chiens. Ces témoins, les enquêteurs ne les prennent pas au sérieux. Et pourtant, il s'agit de témoins, tout ce qu'il y a de plus sincère et qui n'ont aucune raison de mentir. Je ne m'explique pas que ces témoignages ne soient pas pris en considération à leur juste valeur, parce que cela met à mal la théorie du meurtre la nuit du 3 au 4 avril. Par ailleurs, 2 femmes participant au groupe de prière d'Agnès ont rapporté que, à peine 10 jours avant les meurtres, elle leur avait paru préoccupée. Elle avait fait état de menaces, elle s'était ouverte à eux. Elle ne parlait pas de menaces pour elle parlait de menaces pour Xavier. Je pense que ces menaces sont à prendre vraiment très au sérieux. Ces menaces, pour moi, vont dans le sens de l'authentification de la lettre de Xavier. Parce que s'il est informateur, les menaces n'ont rien d'extravagant. Ces 2 témoins ont été entendus par le juge d'instruction. L'une est en partie revenue sur ses déclarations. Quant à l'autre, elle maintiendrait ses propos. Pour l'avocat de la partie civile, les enquêteurs n'ont pas suffisamment creusé cette piste. On n'essaie pas de savoir si cet homme a été menacé ou cette famille a été menacée. On n'essaie pas de savoir si cet homme a été mêlé à une histoire louche. On n'essaie pas de savoir si quelqu'un peut en vouloir à cette famille. J'ai clairement l'impression qu'on a affaire à une instruction uniquement à charge. Jamais, de la part des personnes en charge de l'instruction, je n'ai entendu parler d'une possibilité que Xavier soit innocent. Pour Christine, son frère n'est pas l'auteur des crimes. S'il a acheté un silencieux, c'est pour pouvoir s'entraîner au tir dans son jardin. S'il a acheté 40 kilos de chaux, c'est pour rénover son gazon abîmé par les chiens. Par ailleurs, selon elle, il était physiquement incapable de perpétrer les meurtres. Xavier, il a 2 empêchements majeurs. Un problème de dos chronique que nous connaissons tous, il souffrait du dos, et un problème de périarthrite à l'épaule. Donc c'est totalement improbable que mon frère se soit amusé à creuser des fosses à genoux sous sa terrasse. La partie civile ajoute que ces trous ne peuvent pas être l'œuvre d'un homme seul. Personne ne s'interroge sur l'incapacité pour un homme seul à creuser par un trou, une fosse très profonde, près de 3 mètres cubes de terre, qui a été enlevée. C'est un travail de terrassier. Peut-être pourrait-on alors envisager qu'Agnès ait eu une part active dans les assassinats. Les enquêteurs, toujours aujourd'hui, se demandent est-ce que le passage à l'acte est le seul fait de Xavier ou est-ce que le couple pensait passer à l'acte ensemble et que Xavier a décidé de supprimer Agnès. Mais pour Christine Dupont de Ligonnès, cette hypothèse est inimaginable. La coopération Xavier-Agnès pour éliminer leurs enfants qui sont quasiment adultes est totalement... ça relève du mythe, c'est une fable. Les doutes et les interrogations des proches de Xavier Dupont de Ligonnès sont renforcés par les conclusions des autopsies. En effet, les tailles et les poids des corps ne correspondent pas à ceux des victimes. Par exemple, la carte d'identité d'Arthur indique qu'il mesurait 1,82 m, alors que le médecin légiste parle d'un cadavre d'1,85 m. Simple erreur ou manipulation. Ce qui est sûr, c'est que ces relevés erronés nourrissent le scepticisme des parties civiles. Ça m'étonne qu'on trouve des tailles allant jusqu'à 7 cm de différence, des poids également qui nous paraissent assez étranges. Le médecin légiste indique qu'Arthur pesait 59 kg.
Pour sa tante, il est impensable que ce jeune homme sportif d'1,82 m ne soit pas plus lourd. Elle souligne d'autres invraisemblances. Agnès mesurait, selon sa carte d'identité qui est présente au dossier, 1,67 m. Le corps qui a été trouvé, que l'on a appelé Agnès, nous n'avons pas de preuve que ce soit Agnès, mesure 1,72 m. Ça n'est pas fait pour me donner à penser qu'il s'agisse d'Agnès. S'il s'agit bien des corps de la famille de Xavier, pourquoi une telle imprécision ou cette incohérence dans les mesures? Les autopsies ne m'ont pas apporté la preuve absolue de leur décès. Donc, je refuse de croire pour le moment à leur mort. Je ne suis pas dans le déni, j'ai des éléments objectifs et j'attends de voir la suite des événements. Et si les corps autopsiés n'étaient pas ceux d'Agnès et de ses enfants? Plusieurs proches se sont proposés pour reconnaître les corps. On les a dissuadés sous différents prétextes. Personne n'a de preuves objectives, personne ne peut témoigner d'avoir vu les corps. Ça nourrit énormément mes doutes parce que je n'ai pas pu non plus voir de photos. Elles sont mentionnées au dossier, nous n'avons pas pu les voir. J'attends de voir sur pièce si vraiment je reconnais ma famille. Les analyses ADN réalisées n'ont pas calmé les doutes de Christine Dupont de Ligonnès. J'ai lu tous les résultats ADN. Personnellement, je n'y ai rien vu de probant. Moi, j'attendais qu'on me dise, nous avons fait des prélèvements dans la maison et il se trouve que c'est le même que celui des corps. Cela, je ne l'ai pas vu. Cette accumulation d'éléments laisse la partie civile envisager un scénario extravagant. Supposons qu'il ne s'agisse pas de meurtre, mais plutôt d'un montage. Dans ce cas, des corps ont été placés sous la terrasse pour faire penser à un assassinat et puis décrédibiliser la lettre de Xavier et faire paraître comme impossible l'exfiltration aux États-Unis ou ailleurs. Peut-être que c'est pas si difficile de se procurer des corps dans des morgues ou dans des instituts de médecine légale, pourquoi pas. Cette hypothèse peut paraître assez incroyable, j'en conviens. Je suis très ennuyé pour leur dire mais arrêtez de douter comme ça, arrêtez de penser que ce ne sont pas les corps de votre famille. La mère et la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès sont persuadées qu'on leur cache la vérité. Elles sont en proie à des questionnements et elles en viennent même à se dire de toute façon nous on ne connaît pas la vérité. On nous dit que Xavier il a tué toute la famille, très bien, mais nous on n'y croit pas. Alors pourquoi après tout ça ne serait pas la DEA qui aurait exfiltré Xavier? Et puisque la DEA a réussi à exfiltrer Xavier et toute la famille, dans l'absurde, hein, allons-y, continuons. La DEA a mis des corps d'emprunt qu'elle a trouvés dans une morgue à droite ou à gauche. Pour l'avocat des parties civiles, l'enquête n'a pas permis d'éclaircir les zones d'ombre dans lesquelles ses clientes s'engouffrent pour asseoir leur théorie du complot. Elles attendent qu'on leur apporte sur un plateau la vérité. Pour l'instant, j'ai pas de plateau, j'ai pas de vérité. En tout cas, en ma qualité de partie civile, qui cherche la vérité et qui ne cherche pas un coupable tel qu'on lui présente, je n'ai pas la certitude, et mes clientes surtout, ne peuvent pas croire que cet homme a tué la famille. Lorsque la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès a eu connaissance des rapports d'autopsie, elle a rapidement crié au complot. Les relevés de poids et de taille inexacts sont pour elle la preuve que les corps autopsiés n'étaient pas ceux de sa belle-sœur Agnès et des enfants. Qu'est-ce qui peut, selon vous, expliquer ces différences de mesure et de pesée? En ce qui concerne le poids, avec le temps, les corps se dessèchent et perdent de la masse. Les autopsies ont eu lieu plus de 15 jours après l'enfouissement des corps. L'état de putréfaction était assez avancé, ce qui explique cette perte de poids. En ce qui concerne la taille, c'est tout à fait différent. La taille de référence est celle qui est indiquée sur les documents d'identité. C'est une taille déclarative et est donc sujet à caution. Et puis, dans ce genre de situation, les autorités, le procureur, les enquêteurs souhaitent avoir les résultats des autopsies très rapidement. D'ailleurs, on sait que les 5 autopsies ont été réalisées le même jour. Oui, c'est trop, c'est beaucoup trop même. Ça ne veut pas dire qu'elles aient été mal faites. Il se peut simplement qu'il y ait eu des erreurs dans la rédaction des comptes rendus d'autopsie, des rapports d'autopsie. La famille s'étonne aussi de ne pas avoir pu voir et identifier les corps. Elle ne comprend pas pourquoi on leur a refusé l'accès à la morgue.
Quand les corps sont abîmés, voire très abîmés, on évite bien sûr maintenant de les présenter à la famille pour identification. C'est pas nécessaire, on dispose de beaucoup d'autres moyens techniques, scientifiques, les empreintes dentaires, les empreintes digitales et bien sûr l'ADN. Présenter les corps à la famille, c'est très traumatisant et on évite de le faire simplement par mesure de décence. Depuis le début de cette enquête, les policiers sont convaincus qu'Agnès est morte dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 avril. Il y a pourtant 2 témoins, la coiffeuse et la couturière du boulevard Schumann, qui disent l'avoir vue vivante à proximité de chez elle le mardi 5 et le jeudi 7 avril. Qu'est-ce que vous pensez de ces témoignages troublants? En ce qui concerne le premier témoin, la coiffeuse, qui dit l'avoir vue le mardi 5 avril à 12h15 en train de téléphoner, eh bien, il n'y a aucune trace technique de cet appel téléphonique. Ce témoin se trompe donc, ce n'est pas Agnès qui téléphonait à cet endroit-là, à ce moment-là. En ce qui concerne le second témoignage, celui de la couturière, il est également à prendre avec des pincettes. Est-ce que vous pensez, Arnaud, que cette mère de famille, qui ne va plus à son travail depuis plusieurs jours, qui n'envoie plus ses enfants à l'école, au collège, au lycée également depuis plusieurs jours, se baladerait tranquillement sur le trottoir avec son chien au vu et au su de tout le monde? Non, c'est pas possible. Ces 2 témoins, de toute bonne foi, se trompent. Et croyez-moi, Arnaud, dans toutes les affaires judiciaires, il y a des témoins qui font des erreurs, dont les témoignages ne coïncident tout simplement pas avec la réalité des faits. Christine Dupont de Ligonnès pense que son frère était physiquement incapable de creuser les fosses sous la terrasse. Son avocat précise que 3 mètres cubes de terre ont été évacués. Pensez-vous que Xavier Dupont de Ligonnès aurait pu seul faire cela? Il y a des situations qui décuplent les capacités physiques des gens, qui les rendent totalement insensibles à la douleur. Si Xavier Dupont de Ligonnès est bien l'auteur de ce quintuple meurtre, ses travaux de terrassement sont dérisoires par rapport à ce qu'il a fait. Quant à se poser la question de savoir si Xavier Dupont de Ligonnès a eu un complice, c'est inconcevable. Qui pourrait aider un homme à ensevelir toute sa famille? Qui et pourquoi? Depuis le 15 avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès n'a plus donné aucun signe de vie. Qu'est-il devenu? A-t-il mis fin à ses jours ou bien est-il toujours vivant? Et dans ce cas, où se cache-t-il? La dernière trace de vie de Xavier Dupont de Ligonnès est une vidéosurveillance de l'hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argence, le vendredi 15 avril. Le père de famille est filmé quittant les lieux et portant une housse de costume qui, selon la police, pourrait contenir une arme longue. En visionnant les images, les enquêteurs ont la nette impression que le fuyard regarde volontairement la caméra. Ce regard, qui paraît tout à fait volontaire, pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'il a voulu dire à ce moment-là. Est-ce que c'est une forme d'adieu, une forme de défi lancé aux enquêteurs? Ou bien au contraire, laisse-t-il présager un geste suicidaire? Si on veut interpréter ce regard, c'est au fond clap de fin, bye, je me suicide mais vous ne me retrouverez pas. Mais cet homme, il nous regarde avant de disparaître. Il nous regarde avec son regard interrogateur. Bon, en réalité, je pense qu'il ne regarde rien du tout. On fait dire à un regard une situation qu'il n'a absolument pas voulu. Enfin, c'est mon sentiment. Les enquêteurs ont d'abord pensé que Xavier Dupont de Ligonnès avait quitté l'hôtel à pied pour aller se suicider. À Roquebrune-sur-Argence, en effet, il y a un magistral rocher, une nature sauvage idéale pour mettre fin à sa vie, sans être dérangé. D'importantes battues ont été menées, mais n'ont rien donné. Mais vu l'immensité des lieux, Xavier Dupont de Ligonnès a pu se tuer dans un coin reculé, une grotte, une crevasse. Il se peut que son corps ne soit jamais découvert. Sans cadavre, on ne peut exclure qu'il soit toujours vivant. Son côté narcissique, manipulateur, mythomane, incline à penser qu'il serait vivant. Il est bien vivant. S'il avait dû se tuer, il l'aurait fait dans la logique des disparitions de d'Agnès et des enfants. Quand il s'est retrouvé seul, il s'est dit, voilà, enfin libre. Et enfin, je vais pouvoir mettre mon plan en action. Et donc je pense qu'il est vivant. Ce serait plus romanesque si un jour on découvrait qu'il était en Extrême-Orient ou en Amérique du Sud. Vous voyez, quelle vie, quel passage là. Il peut vivre malgré ce qu'il a fait pour se refaire une autre vie, une autre femme, etc. Le fugitif a eu le temps de disparaître avant que l'on ne retrouve les corps des victimes, avant que les enquêteurs ne se lancent à sa poursuite. L'enquête policière a pris tellement de retard sur les premiers jours qu'il a très bien pu fuir à l'étranger sans être identifié avant que des mandats d'arrêt soient lancés contre lui. Certains vont même jusqu'à penser qu'il pourrait bénéficier de complicité. Par sa grande intelligence
et son pouvoir de manipulation. Il a très bien pu convaincre une femme, deux femmes, une famille qu'il est vraiment mandaté par la DEA, que sa famille, vous voyez, ma famille, elle a été tuée par une mafia de la drogue. Il peut très bien embobiner une famille et surtout une amoureuse qu'il protège et qui croit en son innocence. Maintenant, ce serait quelqu'un d'éminemment complice aujourd'hui qui résisterait à la pression médiatique et à la pression policière du quotidien. On voit sa tête partout à Xavier Dupont de Ligonnès, on en parle tous les jours, en tout cas toutes les semaines ou presque. Donc ce serait quelqu'un qui résisterait à tout ça. Aujourd'hui, le fuyard est toujours traqué. Son signalement a été transmis à Interpol. C'est quelqu'un qui a un physique extrêmement commun, banal. On se dit tous que ça pourrait être son père ou son oncle. Les gens ont l'impression de le reconnaître régulièrement. Parfois en Italie, parfois en Corse, parfois à Paris, parfois je ne sais où. Ils ont même réussi à me faire douter lorsqu'il y a un témoin qui a indiqué qu'il était dans la région parisienne. Je me suis dit, est-ce qu'il va retourner voir mes clientes? On ne sait jamais. Et en réalité, il est nulle part. Pour les enquêteurs, à chaque signalement, il faut entendre les témoins, vérifier leurs dires, et ce, à des centaines de reprises depuis le printemps 2011. À chaque fois, sans résultat. Des mois d'enquête et une question qui demeure. Xavier Dupont de Ligonnès est-il mort ou encore en vie? Réellement, aujourd'hui, c'est du 50-50. C'est-à-dire que quand certains disent « c'est sûr, il est mort », les enquêteurs en off vous disent « n'ayez pas de certitude, nous n'en avons aucune. Il peut très bien être en vie, il peut très bien être mort, nous n'en avons aucune idée. » Je ne crois pas que Xavier soit mort, je crois fermement que Xavier est encore en vie. Si je pouvais parler à Xavier aujourd'hui, je crois que je lui dirais qu'il peut compter sur nous. Pour moi, c'est le principal. Il y a une affaire américaine qui présente d'étranges similitudes avec la tuerie de Nantes. En 1971, John Emil List, un père de famille, a tué avec une arme à feu sa femme, sa mère et 2 de ses enfants dans sa maison du New Jersey. Il a ensuite été chercher son fils aîné à son match de foot, l'a ramené chez eux avant de l'abattre à son tour. Comme Xavier Dupont de Ligonnès, le père de famille américain avait prévenu l'école de ses enfants pour excuser leurs absences, prétextant un déménagement soudain en Caroline du Nord. Il avait également pris soin de mettre fin aux différents abonnements postaux et à la livraison quotidienne de lait. Des dispositions qui ont permis de retarder d'1 mois la découverte des corps. En 1989, John Emil List sera retrouvé vivant une existence paisible avec une nouvelle épouse. Sa cavale aura duré 18 ans. Quelques années avant sa mort, il confiera en prison à un journaliste ne pas avoir voulu se suicider après ses meurtres pour pouvoir retrouver au paradis sa première famille. Jean-Marc, est-ce que vous pensez que Xavier Dupont de Ligonnès aurait pu s'inspirer de ce fait divers américain? C'est vrai, il y a des coïncidences troublantes. John List, comme Xavier Dupont de Ligonnès, était un chrétien fervent. Et puis les 2 hommes étaient dans une situation financière catastrophique. En tout cas, cette histoire nous montre qu'un homme, après avoir tué, massacré toute sa famille, peut recréer un foyer et vivre tranquillement sans être inquiété pendant 18 ans. Contrairement à une idée répandue, une idée que je partageais d'ailleurs, il n'y a pas besoin de gros moyens financiers ni de complicité importante pour pouvoir réussir sa cavale. Alors vous parlez de cavale justement, le dernier endroit où Xavier Dupont de Ligonnès se montre est géographiquement très bien situé pour un départ en cavale. Oui, le parking de l'hôtel de Roquebrune-sur-Argence, d'où il disparaît, est à proximité de l'autoroute A8, c'est-à-dire à 1 heure de la frontière italienne. À partir de cette frontière, il aurait pu, par la route ou par la mer, rejoindre de nombreux pays. Mais il aurait aussi pu, c'est la seconde hypothèse d'enquête, décider de se suicider. Je ne vois pas pourquoi il aurait attendu d'être dans le Var pour mettre fin à ses jours, à moins qu'il n'y connaisse, qu'il n'y ait trouvé un endroit où on ne retrouve jamais son corps. Mais personnellement, je préfère pas croire à cette hypothèse, parce que si on retrouve son cadavre, ça mettrait fin aux poursuites à son encontre, ça mettrait fin à l'action publique en ce qui le concerne. Et à partir de là, il ne pourrait plus y avoir de procès permettant de le mettre ou non en cause, d'établir ou non sa culpabilité. La famille de Xavier Dupont de Ligonnès se sent seule contre tous. Nous connaissons Xavier. Pas à un seul moment on a été influencé par tout ce que la presse a pu raconter. Donc finalement c'est passé un peu comme sur l'eau sur les plumes d'un canard.
Je ne suis pas en deuil, non. Je ne suis pas en deuil aujourd'hui parce que j'ai cette espérance. Je n'ai pas la preuve absolue que la lettre soit fausse. Je n'ai pas la preuve au dossier de la mort d'Agnès et des enfants. Je pense, oui, qu'Agnès et les enfants sont encore en vie. Bruno de Stabenrath ne partage pas cette idée. Moi, c'est toujours mon ami, Xavier. Hein. C'est toujours mon ami. Et quand bien même tout l'accuse, et quand bien même il serait le coupable, je ne le laisserai pas tomber. En tant que chrétien, en tant qu'humaniste, en tant que pote, tout simplement. Cette affaire est très énigmatique. Elle restera à coup sûr un des faits divers marquants de notre époque. C'est une enquête qui a rebondi régulièrement et qui est toujours aussi savoureuse parce qu'elle contient toujours autant de mystères et elle en contiendra toujours autant tant qu'elle sera non élucidée. Le 15 avril 2011, à 16h13, Xavier Dupont de Ligonnès apparaît sur la vidéosurveillance extérieure d'un hôtel de Roquebrune-sur-Argence. On le voit sur les images se diriger à pied vers la sortie du parking, puis sortir du champ de la caméra. Depuis, à part quelques témoignages incertains, plus personne ne l'a revu. Xavier Dupont de Ligonnès reste introuvable. Mais le mystère entourant sa disparition ne doit pas faire oublier l'essentiel dans cette terrible affaire. Le 21 avril 2011, les corps de sa femme et de ses 4 enfants ont été retrouvés sous la terrasse de leur maison. Agnès Dupont de Ligonnès avait 46 ans, Arthur avait 20 ans, Thomas 18 ans, Anne 16 ans, Benoît 13 ans. Bonsoir.